La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des bases au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur nos modes d'alimentation. Bonsoir Vincent Bretagnol. Bonsoir. Vous êtes, alors j'ai envie de dire, l'expérimentateur, écologue, directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé, du CNRS et de La Rochelle Université, où vous avez créé, Vincent, et où vous dirigez un site pilote d'expérimentation de nouvelles pratiques agroécologiques avec les agriculteurs, avec les habitants de la région. Une autre agriculture respectueuse de l'environnement, de la nature et des hommes est possible. On verra ensemble pourquoi ça marche, parce que ça marche, mais aussi pourquoi ça n'essaime pas plus. Il y a des bémols, évidemment. Bonsoir Jean-Louis Bernard. Bonsoir. Vous êtes membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France, spécialiste de la protection des cultures par agrochimie, par biocontrôle et par agroécologie, auteur d'ouvrages de référence. Allez, on peut citer, je vais même vous le montrer parce qu'il est ici à la BNF, Protection des cultures et travail des hommes. Vous êtes également membre du comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et vous êtes, Jean-Louis Bernard, pour une évolution progressive de ces pratiques. Vous nous direz pourquoi et comment, j'ai envie de dire, ménager la chèvre et le chou, ou plus exactement, la terre et les agriculteurs qui la cultivent encore. Bonsoir David Kella. Bonsoir. Vous êtes économiste, un économiste atterré. Vous avez rejoint ce collectif des économistes atterrés et surtout critiques en 2018. Vous êtes chercheur et maître de conférences en économie à l'Université d'Angers, auteur entre autres de L'économie du réel face au modèle trompeur. Nous nous demanderons avec vous comment changer justement de modèle agricole et pourquoi cette question est bien plus complexe qu'on ne le pense parce qu'elle soulève de nombreux enjeux, pas seulement environnementaux ni écologiques, mais aussi sociaux, économiques et même géopolitiques. Pour ouvrir le débat, nous avons pris l'habitude, la belle et bonne habitude de puiser dans l'extraordinaire fonds d'archives de la Bibliothèque nationale, consultable sur le site de Gallica. C'est Yveline Barata qui relayera votre chat, chargée de collection au département sciences et techniques, responsable du Centre de ressources et d'information sur le développement durable, qui a choisi pour nous, je vais vous les montrer, 4 images saisissantes. Des photographies donc prises dans la ceinture maraîchère qui existait encore autour de Paris en 1943. Une première image qui est cette image de la zone à la porte de Vanves. Assez étonnant, on voit les immeubles, on voit le bétail, les animaux devant. Il faut dire que dès le 19e siècle, en fait, la densification urbaine, on le sait, a chassé tous ces exploitants du centre de Paris et que la pression ne va faire que s'accentuer, comme l'atteste donc cette photo publiée en 1943, prise dans le département de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il y a donc cette image de la ceinture maraîchère à la porte de Vanves. Je vous propose de découvrir une autre image de culture légumière sur le boulevard Carnot, où l'on voit que, voilà, au pied des immeubles, on cultivait encore. La proximité immédiate de Paris n'avait pas encore remis en question cette culture. On peut continuer sur le boulevard Carnot, où on a... non, là, c'est Porte de Bagnolet, excusez-moi. Porte de Bagnolet à Montreuil, un centre de culture légumière. Évidemment qu'il y a un avantage représenté par la proximité immédiate de l'agglomération parisienne, mais les vagues successives d'urbanisation vont faire disparaître petit à petit. On a encore une autre image, porte de Bagnolet, toujours Montreuil, avec un centre de culture légumière. Et finalement, les maraîchers vont disparaître de plus en plus loin de la capitale. Alors, je ne sais pas ce que vous inspirent ces images, ces photos d'un temps révolu où l'on cultivait, où l'on produisait encore autour des villes. Le XXe siècle a vu la disparition progressive du nombre d'agriculteurs en général au profit d'une agriculture intensive, quasi industrielle. Comment finalement cette agriculture vivrière, est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration aujourd'hui pour nous au XXIe siècle? Jean-Louis Bernard, vous qui réfléchissez à l'orientation que devrait prendre une agriculture plus respectueuse de l'environnement, est-ce que c'est vraiment un temps révolu? Est-ce qu'on réfléchit à moins de transport et à rapprocher les agriculteurs des villes, Jean-Louis Bernard? Écoutez, tout d'abord, je suis content que vous introduisiez cette réunion, puisque nous allons discuter entre nous, de cette manière-là. Vous faites appel à un temps révolu, certes,
Cela dit, vous faites appel à un temps aussi où il y avait une sorte d'osmose entre le travail agricole et les villes. Pour beaucoup de citadins, l'agriculture était à portée de main et on pouvait juger le travail des maraîchers, en l'occurrence de la ceinture verte de Paris. Donc c'est quelque chose qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Cela dit, ça fait appel, vous voyez, j'ai réagi d'une manière peut-être un peu trop économique, vous m'excuserez, mais beaucoup de nos grandes villes, Paris, Londres, etc., ont été placées par nos grands anciens, il y a déjà plusieurs millénaires, dans des zones où les terres étaient fertiles. Et l'agrandissement des villes a ce côté pervers de manger des terres qui étaient mises en valeur depuis des siècles et des siècles, qui étaient fertilisées, qui étaient travaillées. Et on s'aperçoit que finalement, les terres se raréfient à une époque où nous en avons d'autant plus besoin pour nourrir la population. Donc ces ceintures vertes qui ont disparu, je crois que c'est une perte pour tout le monde. David Kella, puisque Jean-Louis Bernard disait qu'il partait sur une question économique, mais c'est vrai qu'il y a la question de la raréfaction des terres arables, il y a d'autres questions économiques, il y a aussi la question du transport, est-ce qu'il ne faudrait pas rapprocher justement les cultures vivrières qui existent de moins en moins de nos centres-villes et de nos villes qui essayent de reverdir. Donc est-ce que ça c'est une équation intéressante? Mais moi ce que m'inspirent ces images, c'est que, notamment l'écart qu'il y a entre la situation qu'on connaît aujourd'hui et celle des années 40, qui par ailleurs n'est pas si loin. C'est qu'en fait, il y a eu un choix qui a été fait, un choix collectif d'attribution des terres plutôt à la construction, à des routes, de transport, donc à des activités non agricoles. Et en fait, la question est de savoir pourquoi ce choix a été fait ainsi et qu'est-ce qui a prédominé à ce choix-là. En économie, on dit toujours qu'il y a une question d'allocation, c'est-à-dire on a une ressource, ici la terre, le foncier. Est-ce que sur cette ressource, eh bien, on juge plus pertinent de construire des immeubles ou de faire des champs? Eh bien, en fait, la manière dont la société organise cela, c'est d'une part en partie par des décisions politiques qui décident ou non de l'urbanisation, parce que c'est quand même les collectivités territoriales et l'État aussi qui participent de cette décision, mais c'est aussi le marché. Et l'une des choses qui fait que le foncier devient de plus en plus urbanisé, de moins en moins agricole, c'est que la valeur d'une terre agricole est bien plus faible que la valeur d'un terrain construit. Et c'est là où il y a, à mon sens, une vraie réflexion à avoir sur l'articulation du politique, c'est-à-dire des enjeux que nous on veut, qui ne sont pas forcément des enjeux économiques, et du marché, avec la démocratie entre les deux, puisque la démocratie du marché, finalement, c'est une forme de démocratie censitaire, c'est-à-dire celui qui possède la terre, eh bien, il a tout intérêt à transformer en foncier constructible, parce qu'il va pouvoir la vendre 10 à 20 fois plus cher, et c'est évidemment spécialement le cas pour ces terrains qui étaient proches de Paris, alors que collectivement, peut-être que nous voudrions garder des terrains non construits parce que, comme ça a été dit, ce sont des terres fertiles, et puis parce que ça rapproche l'agriculture des citadins. Mais on voit bien que sur le long terme, c'est la logique économique qui domine. C'est la logique économique qui domine, malgré que la démographie nous pousse aussi à réfléchir à tout ça, ou inversement. Enfin, on ne sait pas dans quel sens ça va, mais il faut dire aussi que cette planète, nous sommes de plus en plus nombreux à nous nourrir. On va un peu quitter les villes, si j'ose dire, avec vous, Vincent Bretagnol, parce que je l'ai dit, vous êtes un expérimentateur, non pas autour des villes, mais avec les habitants, et pour rapprocher aussi les agriculteurs et l'agriculture, et aussi, puisqu'on est autour d'une terre nourricière, pour se nourrir proche. Vous avez choisi, précisément depuis plus de 20 ans, d'expérimenter dans la région en Aquitaine, au Centre d'études biologiques de Chizé, où vous avez créé, vous dirigez toujours une zone atelier Plaine et Val de Seine, un site pilote pour l'expérimentation de systèmes de culture innovants qui préservent la biodiversité et qui permettent de satisfaire les besoins socio-économiques. Sur ce grand territoire qui regroupe plus de 400 exploitations, vous inventez un modèle agricole alternatif auquel vous associez les agriculteurs, les apiculteurs, donc les abeilles, mais aussi les habitants des 28 communes que compte ce territoire. Ça marche, ça fonctionne, on peut faire de l'agroécologie. Oui, ça marche. C'est effectivement un territoire rural, donc c'est vraiment la campagne, c'est l'opposé des images qu'on voit, mais je voulais quand même me permettre de réagir sur ces images, parce que je pense qu'en fait, paradoxalement, ce sont des images d'avenir. Parce que je crois que l'agriculture urbaine va réapparaître
pour des raisons, et on l'a vu d'ailleurs avec le Covid quelque part, l'autonomie des grandes villes en termes d'alimentation est ridiculement faible. Une ville comme Paris a quelques jours d'autonomie alimentaire, pas plus. Donc en cas de gros problèmes d'acheminement pour des raisons de grève, de manque de pétrole, de gasoil, je pense que d'un point de vue résilience, y compris les grandes villes vont réinventer des formes d'agriculture urbaine. Ça sera peut-être pas exactement ces images, mais ça y ressemblera quelque part. Et je pense que ça sera un bien parce que ça permettra aussi aux citoyens des grandes villes de se réapproprier la nature, de voir comment les végétaux grandissent et de voir des animaux, des vrais animaux de leurs fenêtres ou lors de leur pérégrination dans les villes. De remettre les mains dans la terre et de Exactement. produire... Donc voilà, je pense que ce sont plutôt des images d'avenir. Alors, bon, nous, on est plutôt effectivement en territoire rural, à la campagne, donc ce sont d'autres problématiques. C'est la problématique, effectivement, celle qu'on a choisi de saisir, c'est celle de l'agroécologie. C'est une agriculture qui travaille avec la nature et pas contre la nature. L'agriculture du modèle conventionnel productiviste intensif a des conséquences très négatives pour la biodiversité. Or, l'agriculture repose sur la biodiversité. C'est un non-sens quelque part de croire un seul instant, en tant qu'agronome ou en tant qu'écologue, qu'on puisse produire de manière durable sans la nature, sans la biodiversité, qui est à la base du recyclage de la matière organique dans les sols et donc de la mise à disposition des éléments nutritifs pour les plantes. C'est absolument indispensable. Les insectes qui pollinisent, même les oiseaux ont des fonctions au sein des écosystèmes agricoles qui sont tout à fait considérables. Donc en fait, c'est réfléchir différemment, réfléchir avec la nature. Et au cours des 20 dernières années, en fait, on a établi un certain nombre d'expérimentations qui progressivement ont évolué. D'abord pour montrer qu'on pouvait faire autrement. Deuxièmement, pour démontrer le rôle tout à fait positif de la biodiversité pour la production agricole. Et puis plus récemment, avec ma collègue Sabrina Gaba de l'INRAE, on a aussi investigué les aspects économiques, justement, et on a démontré sur différents types de cultures et sur le long terme que la biodiversité améliorait les rendements ou maintenait les rendements à minima et donc améliorait les revenus, parce que pour maintenir la biodiversité ou l'améliorer, on a besoin de réduire l'utilisation des pesticides et de la fertilisation qui coûtent de l'argent. Et en réduisant ces coûts, on maintient les rendements, on favorise une biodiversité qui remplit d'autres services comme la pollinisation, le contrôle biologique. Et les agriculteurs, c'est ce qu'on a pu montrer chez eux et avec eux, peuvent améliorer leur marge, c'est-à-dire leur revenu à l'hectare, de 100 à 200 euros par an et par culture. Donc c'est tout à fait considérable. Donc on arrive à un véritable paradoxe qui et vous l'avez mentionné en introduction, on montre que l'agroécologie sont en système de grande culture, en tout cas dans notre région, c'est des solutions qui marchent agronomiquement, qui marchent écologiquement, qui marchent économiquement aussi, et qui pour autant ne sont pas saisis par la majorité des agriculteurs. Alors c'est quoi qui coince? On va y revenir, et on va y revenir notamment avec Jean-Louis Bernard, qui lui est pour une évolution plus progressive, mais qu'est-ce qui coince? C'est pas une question scientifique, c'est pas une question technique, ça marche économiquement, de manière environnementale, on a envie de dire c'est tout bon, on aurait envie que ça marche partout. C'est quoi? C'est une question de mentalité? Alors, bon, c'est quelque chose ce sont des questions vraiment de recherche qui nous préoccupent au plus haut point, parce que je ne vous cache pas notre surprise quand on s'est rendu compte que les agriculteurs avec qui on a réalisé ces expérimentations, ceux-là même qui ont vécu et vu de leurs propres yeux l'absence de différence entre deux parties d'une parcelle dans laquelle il y avait de fortes réductions dans l'une et pas dans l'autre, aucune différence en termes de rendement. Et donc, de forte réduction de pesticides. Et de fertilisants. Comment se fait-il que ces agriculteurs qui eux-mêmes ont réalisé ces expérimentations n'aient pas changé leurs pratiques dans les années qui suivent? Ça, c'est une véritable question. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion qu'il y a 3 types de freins. Au moins 3 types de freins. Il y a un frein psychologique qu'on peut qualifier d'aversion au risque, qui existe dans tout type d'entreprise et pour toute personne. En fait, changer, c'est prendre une part de risque et c'est arrêter sa zone de confort. Et donc l'aversion au risque, pour certains agriculteurs, c'est un véritable blocage. Donc on travaille sur cette question.
Il y a un deuxième frein qui est un frein qui est lié aux filières. Parce que, alors je disais, la biodiversité, la nature, ça augmente le risque, au contraire de l'agrochimie, mais ça apporte aussi de l'hétérogénéité, de la variabilité. De la variabilité. Exactement. On n'est pas sûr de... C'est-à-dire qu'on peut avoir des grains ou des pommes de taille différente, de couleurs différentes, des taux de protéines dans les grains de blé qui ne vont pas être exactement standardisés. Or, les filières de l'agro-industrie ont construit leur modèle sur l'homogénéité et la standardisation des produits. Et c'est un problème qui est plus profond qu'il n'y paraît. Donc en fait, changer le modèle agricole, c'est aussi changer le modèle agro-industriel et nos modes de consommation alimentaire, et je pense qu'on y reviendra après. Bien sûr, il n'y aura pas que des gros fruits tout beaux, mais il y aura des fruits de toutes les tailles et très bons. Voilà. Et puis le troisième frein qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est un frein qui est plutôt, à mon avis, institutionnel. On est aujourd'hui devant, je vais caricaturer, mais c'est plus simple à comprendre. On a deux modèles agricoles, le modèle productiviste conventionnel et puis le modèle agroécologique. Et en fait, on voudrait espérer que le modèle agroécologique, qui représente aujourd'hui quelques pourcents seulement du modèle agricole parmi les agriculteurs, prenne le pas sur le modèle productiviste, alors qu'il n'est pas soutenu financièrement, alors qu'en même temps, l'autre est majoritairement soutenu financièrement. Par exemple, au niveau de la PAC, 1 à 2%. La PAC, c'est la politique agricole commune. 1 ou 2% du budget de la PAC est dédié à l'agriculture biologique. 1 ou 2%. Voilà. Ça vous donne quand même le différentiel. Il y a eu plusieurs études en France et en Angleterre récentes qui ont montré que les politiques agricoles, que ce soit nationales ou internationales, dédient à peu près 5% ou moins de 5% de leur budget à l'agroécologie. Donc en fait, vous avez d'un côté un modèle qui est ultra dominant et ultra subventionné, dont on espérerait qu'il soit dépassé par un modèle qui est pour l'instant un peu microscopique et pas du tout subventionné. Donc c'est ça que j'appelle le frein institutionnel, malgré les discours. Et malgré le fait que ça marche, que effectivement dans votre région ça fonctionne. Jean-Louis Bernard, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous avez une vision plus large. Vous m'avez dit en fait qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite. On viendra aussi sur les agriculteurs et les cultivateurs eux-mêmes. Quelle est votre position par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour nourrir effectivement de plus en plus de personnes sur Terre, mais pour sortir aussi de ce modèle dont on voit bien les dégâts qu'il cause? Vincent a parlé de quelque chose qui est très important à mon avis, c'est le problème de l'aversion au risque. Lorsque vous êtes agriculteur, vous avez un système qui marche économiquement, vous en vivez, votre famille en vit, et si l'on vous dit vous changez tout demain et vous vendrez au même prix, je veux dire, les gens ont quand même des craintes. Bien sûr. Et moi, il me semble qu'il y a un frein que Vincent n'a pas évoqué, mais qui est un frein important, c'est que tous les chercheurs qui travaillent en matière d'agroécologie aujourd'hui explorent des pistes qui sont assez extraordinaires. Si l'on regarde le travail qui est fait sur les bactéries du sol, par exemple, on se rend compte qu'il y a des marges de progrès formidables, que l'on constate, que l'on arrive à cadrer plus ou moins, mais avant que ce travail-là ne soit transféré aux agriculteurs et qu'ils s'en saisissent, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps parce qu'il y a l'aversion au risque, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'il faut que la conviction qui est née dans un laboratoire soit déclinée auprès des gens qui sont en charge de la communication vers les agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est pour ça que je dis l'évolution qui est tracée, non pas pour le bio, parce que j'ai beaucoup de réserves à ce niveau-là, mais pour l'agroécologie, est une évolution positive. Cela dit, il faut être résolu en termes d'avancement des travaux, mais il faut savoir dès le départ qu'il y aura un temps qui parfois dépasse la vie d'un chercheur ou d'un vulgarisateur. On veut aller trop vite, on veut changer de braquet trop vite pour vous. C'est-à-dire, il faut changer de braquet résolument, mais il ne faut pas prétendre que les gens qui sont en face, qui sont au bout de la chaîne, en quelque sorte, pourront s'en saisir facilement. Et surtout, décider du jour au lendemain, je fais un saut. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, dans un domaine qui est celui du travail simplifié du sol. Autrefois, la règle d'or, c'était labour, 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 labour.
Donc on épuise les sols, notamment en termes de matière organique. On a commencé à revenir, non pas en arrière, mais à faire des tentatives sympathiques au courant des années 60. Dans les années 70, on a commencé à avoir des expérimentations et même des réalisations en vraie grandeur, pas forcément en France, mais notamment en Amérique du Sud, par exemple, qui étaient positives en termes de travail simplifié. On ne labourait plus systématiquement, parfois on ne labourait plus du tout. Je veux dire, c'était dans les années 70. On a commencé à s'en saisir en Europe dans les années 80. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche. Et c'est quelque chose qui gagne du terrain chaque année. De moins en moins de labour pour laisser la terre... Tout à fait. Pour permettre à la terre de fonctionner convenablement, pour permettre à la matière organique de remonter, le fameux 4 pour 1000, c'est ça. Donc, on y arrive. Mais encore une fois, regardez le laps de temps, ce qui peut être décourageant pour un chercheur, ce que je comprendrais bien, ce qui peut être problématique pour un économiste, parce que donner une impulsion et se dire ça marchera dans 30 ans, on n'est pas forcément crédible vis-à-vis de ses pairs. C'est un vrai problème. Mais encore une fois, l'évolution qui est prise, je crois qu'elle va dans le bon sens, mais elle demandera du temps et elle demandera beaucoup de psychologie, parce que, comme l'a dit Vincent Bretagnol, l'agriculture est un milieu très diversifié. Vous ne pouvez pas tenir le même discours sur le même sujet, un agriculteur qui fait du maïs dans les Landes, et à la limite, pas très loin, un agriculteur qui fait du maïs dans la vallée de l'Adour. Le climat n'est pas le même, les sols ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes micro-organismes qui réagiront, pour garder cet exemple. Donc il faut s'adapter secteur par secteur. Et ça prend du temps. Oui, c'est une autre démarche. J'ai envie de faire réagir David Kella là-dessus, parce que quand on s'est parlé au téléphone, vous étiez vous aussi très sensible à l'aversion au risque, mais aux agriculteurs, aux cultivateurs eux-mêmes et à tout ce qu'ils ont subi depuis un nombre considérable d'années. Et ça m'a frappé parce que nous, on parle de Paris, mais voilà, il y a une autre vision sur place pour les agriculteurs de toutes ces politiques, des manières dont il faut changer ou pas, s'adapter ou pas. C'est-à-dire que les agriculteurs ne cessent de s'adapter depuis très longtemps, il faut le dire, mais le XXe siècle a été un siècle un peu traumatisant pour l'agriculture. En 1943, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 40% de la main-d'œuvre qui travaillait, qui était agriculteur, qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est à 2%. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement de l'emploi agricole comme aucun secteur économique n'en a connu. Ce qui dit effondrement de l'emploi dit forcément augmentation de la taille des exploitations. Et on ne gère plus du tout une ferme aujourd'hui comme on l'a gérée il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Les chiffres que j'ai, par exemple, c'est qu'entre 1982, on ne parle pas du 19e siècle, et les années 80, on a perdu plus de 80% des exploitations laitières, par exemple, qui ont fait faillite. Plus de 80%. Oui, 80%. Alors, je vous donne les chiffres exactement, parce que je les ai préparés, parce que j'ai toujours peur d'oublier. Parce qu'il y a concentration, elles se sont groupées en... Alors voilà, entre 1984 et 2014, donc en 30 ans, 84% des exploitations laitières ont disparu. Et alors, bien sûr, on ne produit pas moins de lait aujourd'hui, on en consomme d'ailleurs davantage, et donc ça signifie que si on a une division par 5 du nombre d'exploitations, on a une multiplication par 5 mécaniquement. Alors on a des vaches qui sont un peu différentes, bien sûr, mais globalement, de la taille des exploitations, puisqu'on produit finalement toujours le lait. Et on voit bien qu'on ne va pas gérer une exploitation de 20 vaches de la même façon qu'on va gérer une exploitation de 100 vaches, et pas pareil, 100, de 200, etc. Mais ce qui veut dire aussi qu'on voudrait aller au fond dans deux directions complètement différentes, enfin qu'on est un peu schizophrénique là aussi, c'est-à-dire de plus grandes exploitations pour une agriculture qui soit de plus en plus adaptée au sol. Alors justement, le fond du problème, c'est l'adaptation. Moi, ce que je voulais soulever pour commencer, c'est la manière dont vous voyez, vous êtes agriculteur, vous avez, 60 ans aujourd'hui, vous êtes en fin de carrière, vous avez vécu des transformations considérables dans votre métier, qui fait que lorsqu'on dit vous n'avez pas envie de changer vos pratiques, il faut voir que le sentiment d'insécurité des agriculteurs est extrêmement important, extrêmement élevé. On a des études qui démontrent qu'il y a toute une partie, alors là aussi, excusez-moi, j'ai oublié le chiffre, mais c'est
quelque chose comme 20% des agriculteurs qui n'ont aucun revenu. On a des taux de suicide dont on voit qu'ils sont parfaitement corrélés avec les moments de crise. Alors on a connu en 2008, il y a eu une crise importante économique, mais qui s'est traduite dans une chute importante des prix des produits alimentaires. Et l'INSERM a noté, Santé publique France, a noté une hausse des suicides des agriculteurs pendant cette période 2008 à 2010, c'est-à-dire la période de crise. Donc on a un stress permanent des agriculteurs qui ne sont plus du tout protégés aujourd'hui comme ils pouvaient l'être au sortir de la guerre, puisque la politique agricole commune dont on a parlé, c'était au départ une politique française qui a été inventée dans les années 50 par la France pour sécuriser les agriculteurs, c'est-à-dire en leur proposant des prix garantis. On avait un système qui, en quelque sorte, faisait que l'agriculteur, lorsqu'il commençait une exploitation d'un produit, eh bien, il pouvait prévoir, en fonction du volume qu'il allait produire, combien il allait avoir de recettes. Et donc, il pouvait se permettre d'investir, de mécaniser. La mécanisation de l'agriculture française s'est faite après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de tracteur en France avant la Seconde Guerre mondiale, ou quasiment pas. Aux États-Unis, ça a commencé dans les années 20. De la même façon, donc on a voulu mécaniser l'agriculture française, on a voulu la rendre plus performante parce que, là encore, on avait des tickets de rationnement. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait une agriculture qui n'arrivait pas à nourrir l'ensemble de la population alors qu'on n'avait que 40 millions d'habitants et 40% de la main-d'œuvre agricole. Donc cet effort de modernisation, il a été le produit d'une sécurisation des prix de manière à ce que les agriculteurs puissent faire comme tout chef d'entreprise, c'est-à-dire se projeter sur une façon de planifier en quelque sorte ses coûts et ses recettes. Parce qu'il y a un souci avec l'agriculture, c'est que plus on produit, plus individuellement, on peut se dire, si j'augmente ma production de 20%, je vais forcément augmenter mon chiffre d'affaires de 20%. C'est comme ça que raisonne un industriel ou n'importe qui en économie, mais pas en agriculture. En agriculture, lorsque tout le monde produit plus de 20%, les prix s'effondrent. Et donc, en fait, les recettes diminuent. Pourquoi ça marche comme ça dans l'agriculture ? Parce qu'en face, on a une demande qui est rigide. C'est-à-dire que les gens ne vont pas manger davantage parce que les prix sont plus faibles. Et donc, si un agriculteur individuellement produit davantage, il ne va pas avoir d'effet sur le marché. Et donc, globalement, il va gagner une recette. Mais si on veut mener une politique de modernisation, ce qui était l'objectif dans les années 50 en France, on va demander à tous les agriculteurs de produire davantage. Et là, ils vont se retrouver devant des consommateurs qui ne vont pas se dire je vais manger 2 fois plus parce que les limites physiologiques font qu'on ne peut pas manger 2 fois plus. Et donc on se retrouve à devoir garantir les prix, et la politique agricole de ancienne génération, jusqu'aux années 2000, c'était une politique qui garantissait aux agriculteurs des prix de manière à sécuriser leurs projets d'investissement. Et qu'est-ce qui a changé après ? Qu'est-ce qui a changé, c'est que cette politique avait aussi des limites. C'est-à-dire qu'elle était de fait productiviste, c'est-à-dire que plus on produisait, plus on gagnait d'argent. Et du coup, on a eu beaucoup d'excédents, des excédents dans tous les domaines. Et ces excédents, il a fallu les gérer. Alors, on a fait des quotas, on a fait des politiques de jachère, on a dit, c'est-à-dire qu'on demandait aux agriculteurs de ne pas exploiter des terres. Et puis, on a beaucoup exporté. Et là, l'exportation, ça a été aussi un désastre pour les pays en voie de développement, puisque on exportait des poulets dans lesquels les agriculteurs bénéficiaient d'une restitution, parce que eux, ils bradaient leurs poulets, et puis on leur comblait la différence avec le système des prix garantis. Et on les vendait dans des pays où les producteurs de poulets devaient acheter des poulets. On faisait en sorte que les poulets importés dans ces pays étaient moins chers que les poulets produits par les agriculteurs qui, par ailleurs, n'étaient pas modernisés et mécanisés comme on l'était en France et en Europe. Et donc, il a fallu faire un choix entre gérer cet excédent politiquement, et c'est là, à mon avis, qu'on a manqué le coche, c'est-à-dire qu'il aurait fallu dire, on va passer à une agriculture plus raisonnable, qui ne va pas chercher à exporter dans le monde entier, mais qui va chercher à produire sur un autre modèle, ou alors, on a fait ce qu'on a fait finalement, c'est-à-dire qu'on a totalement libéralisé les prix. On est passé de la logique de prix garanti à une logique de prix d'intervention, c'est-à-dire que maintenant, on intervient sur les marchés lorsque les prix sont trop faibles, mais ces prix faibles, c'est souvent en dessous du coût de production pour un agriculteur. Et donc, en fait, les agriculteurs se trouvent finalement à devoir exporter parce que, du coup, on a favorisé les exportations, on a favorisé les importations avec les accords de libre-échange. Donc, aujourd'hui, les agriculteurs, ils produisent aux prix mondiaux. Et ces prix mondiaux, ils fluctuent. Et donc, ils sont dans une situation extrêmement insécurisante, puisque certes, une partie de leurs revenus
il y a toujours des subventions, mais ces subventions sont décorrélées, déconnectées de la quantité produite. Alors, ça, c'est de leur travail, finalement. Ça n'a plus tellement de rapport Alors avec voilà, leur travail. Ça dépend de la taille de leur exploitation. Et le souci, c'est que leur revenu vient du coup des prix mondiaux. Ces prix mondiaux sont en fait des prix qui sont en réalité extrêmement injustes parce qu'ils vont dépendre d'une sécheresse en Australie, d'une bonne récolte en Russie. Ils ne dépendent pas du tout de leur travail. Et en plus, les modalités de production des différents continents, je vais pas m'étendre, mais c'est une chose sur laquelle on pourra parler, sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, on a beaucoup de terres. Et donc, on peut avoir une agriculture qui est extrêmement peu coûteuse, alors qu'en Europe, où la terre est beaucoup plus rare, eh bien, on doit changer, on doit maximiser les rendements de la terre, et donc c'est beaucoup plus coûteux. Et donc, nos agriculteurs se trouvent quand même en concurrence avec des systèmes agricoles qui sont profondément différents. Ils ont des revenus qui fluctuent énormément en fonction des cours mondiaux qui sont totalement décorrélés de leur travail. Ils doivent investir dans des champs, par exemple, vous avez des vaches, vous ne pouvez pas dire cette année je fais des vaches, c'est rentable, et puis l'année prochaine je fais du blé parce que ça sera rentable. En fait, on ne peut pas dans l'agriculture changer ses modes de production, ou très peu en tout cas, très difficilement changer ses modes de production en fonction des cours mondiaux. Donc ils ont des prix qui sont imposés et sur lesquels ils ne peuvent pas réagir. Et je pense que l'insécurité dont on parlait, le sentiment de « oulala, faut pas trop changer », il vient aussi du fait que l'aversion au risque, le risque, c'est une composante qui est devenue extrêmement importante dans l'agriculture d'aujourd'hui. Et tant qu'on ne gère pas ce risque, eh bien, on n'arrivera pas à demander aux agriculteurs de transformer leur mode de production. Vincent Bretagnol, je sais que vous voulez réagir là-dessus. Je voudrais vous faire réagir parce qu'on a l'impression qu'on marche quand même sur la tête. Oui, en fait, quelle que soit, de mon expérience, quelle que soit la manière dont on regarde le modèle agricole actuel, le modèle productiviste, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a pour le sauver. Donc on peut discuter pendant des heures, des jours, le décortiquer et constater que ça marche pas, ça va pas. Effectivement, on marche sur la tête, y compris pour l'eau, pour plein de choses. Donc il faut en changer. Voilà. Mais je voulais revenir sur la question de la temporalité, parce que je pense que les agriculteurs sont d'accord globalement, en tout cas ceux que je côtoie, pour accepter l'idée qu'il va falloir changer. Et donc la temporalité, c'est une question qui est importante. Et je ne pense pas qu'on ait le temps, en fait, devant nous, parce que les scientifiques, qu'ils soient climatologues ou écologues, et j'en fais partie, considèrent... Vous êtes écologue. En tant qu'écologue, oui. On a à peu près une dizaine d'années devant nous pour changer assez radicalement notre manière de consommer et d'exploiter les ressources naturelles. Les scénarios du GIEC le disent de manière très claire. Au niveau de la biodiversité, on perd actuellement chaque année en France ou en Europe 1 à 2% chaque année des populations d'oiseaux, 2 à 3% des populations d'insectes. On a déjà perdu à peu près un tiers à 50% des oiseaux en Europe et dans les pays industrialisés, jusqu'à 70-80% des insectes dans les 30 dernières années. Donc, à ce rythme-là, dans 10 ans, on aura un effondrement, probablement. Alors, dans 10 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 15, mais inéluctablement, à ce rythme de décroissance de la biodiversité, on va franchir des seuils probablement irréversibles sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, alors que si on fait autrement, alors quand vous expérimentez l'agroécologie, on peut restaurer la biodiversité. On peut restaurer. Absolument. On peut la restaurer, la biodiversité. En fait, on a besoin de changer rapidement. C'est le point sur lequel je voulais venir. Est-ce qu'on peut changer rapidement ? Moi, je suis fasciné par les agriculteurs et leur capacité justement de s'adapter très rapidement, notamment les agriculteurs céréaliers. Alors, c'est peut-être un petit peu plus lent du côté de l'élevage parce que les animaux vivent quand même plusieurs années, mais du côté des grandes cultures, on voit des agriculteurs changer de culture ou de type d'assolement pratiquement dans l'année. Donc ils ont une capacité de changement qui est très rapide, mais je pense qu'on ne peut pas leur faire assumer à eux seuls ces changements. Et c'est le point sur lequel je voulais venir. Je pense qu'on peut changer rapidement, en tout cas c'est ce qu'on essaye de tester actuellement en grandeur réelle, à l'échelle d'un territoire entier. Il y a 30 000 habitants, 450 agriculteurs, 450 exploitations. On essaye de... C'est un labo à ciel ouvert. C'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est exactement ça.
Les agriculteurs font partie de ce laboratoire, les citoyens aussi, les chercheurs également, les oiseaux, les abeilles, tout le monde est dans le même laboratoire. Et ce qu'on essaye de tester comme piste de recherche actuellement, c'est de réassocier les agriculteurs et les agriculteurs en tant que producteurs, les citoyens en tant que consommateurs, pour ensemble changer le système agri-alimentaire. Voilà. L'idée de faire reposer sur les agriculteurs seuls le coût du changement, surtout si on veut un changement très rapide, et je pense qu'on ne peut pas faire autrement, la seule solution, c'est que le système dans sa globalité change rapidement. Et je pense que justement les consommateurs, en changeant leur mode d'alimentation, pourraient créer une force de changement, de transformation extrêmement rapide. Donc il nous reste à nous, consommateurs, à devenir justement des consommateurs, ça on l'a bien compris. Moi je veux bien revenir aussi avec vous, Jean-Louis, sur cette question de l'insécurité, parce qu'on a parlé de l'insécurité des agriculteurs, et on l'entend bien, l'insécurité face à ce qui nous arrive en fait finalement, on parle aussi d'insécurité alimentaire. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour avancer dans des bonnes pistes, plus ou moins rapidement, puisqu'effectivement il y a urgence, mais en tenant compte de tout ça et en tenant compte de toutes ces différentes insécurités qui s'entrechoquent un peu. Oui, lorsque j'ai commencé tout à l'heure, lorsque vous m'avez passé la parole, Caroline, j'ai commencé à vous parler des sols. Je pense que c'est effectivement le premier facteur à prendre en compte, que ce soit les sols disponibles, que ce soit la gestion des sols sur lesquels on a la main. Le deuxième point qui me paraît essentiel, et j'apprécie ce que dit Vincent Bretagnol parce que je le ressens aussi, en grande culture, les gens ont des capacités d'adaptation extraordinaires. Et si l'on veut sauvegarder la biodiversité, si l'on veut entretenir une biodiversité sympathique, je pense qu'il y a des pistes très évidentes. Il y a l'assolement. C'est-à-dire l'assolement, oui. C'est-à-dire, lorsque vous avez un paysage agricole devant vous, est-ce que vous n'avez que du blé, que du maïs, ou est-ce que vous avez un champ de blé, un champ de colza, pour faire simple, un morceau de soja, un champ de luzerne. Bon. La diversité, là encore. Si vous avez un damier de culture dans une campagne, vous avez déjà un certain nombre d'atouts pour la biodiversité qui sont disponibles. Et vous avez aussi un atout sur lequel beaucoup d'agriculteurs ont joué, en grande culture, c'est le problème des bords de champs. Des bords de champs, des bandes enherbées. Et là, à mon avis, il y a quelque chose à trouver d'assez formidable. J'ai travaillé un petit peu ce sujet-là pour les abeilles. On a des choses extraordinaires. On peut faire revenir les abeilles. Enfin, les bords de champs sont des zones de lorsque vous avez une ruche dans un paysage simplifié, les abeilles, à certaines époques, crèvent de faim. Vous mettez des abeilles à côté d'un champ de colza, elles vont se goinfrer pendant 3 semaines, et ensuite, avant, il n'y a peut-être pas grand-chose, et après, des fois, il n'y a rien. Donc, la ruche est complètement déséquilibrée. Si, dans l'environnement, vous semez une bande de trèfle, vous mettez un vieux mélilot un petit peu plus loin, vous laissez monter une luzerne à fleurs, d'un coup, si vous analysez le pollen que ramassent ces abeilles, vous retrouvez toutes les espèces qui font la diversité de votre domaine botanique, de votre exploitation. Vous retrouvez tout cela. Et je veux dire, ça joue dans différents domaines et je crois que les agriculteurs iront d'autant plus vite vers des solutions sympathiques qu'ils y trouveront un avantage compréhensible pour eux. C'est-à-dire, si vous regardez, je ne sais pas, le problème des pucerons. On a eu des pucerons qui ont détruit une bonne partie de la production de betteraves, de sucre, il y a 2 ans. Ces pucerons, il y a différentes manières de les contrôler. Un contrôle que peut nous offrir la nature, il ne sera peut-être pas suffisant, mais il existera, il sera utile de toute manière, c'est de jouer sur des espèces botaniques qui hébergent la faune auxiliaire, c'est-à-dire les insectes qui viennent pondre dans les pucerons ou qui viennent prédater les pucerons. Et on a réussi des choses extraordinaires dans des cultures comme la culture du poirier, il y a 40 ans, était une culture qui était ravagée par le psylle. Le psylle du poirier était un véritable fléau. C'est un insecte qui s'est installé sur les pousses du poirier au printemps et qui sécrétait un jus sucré qu'on appelle le miella. Ce miella coulait, vous faisait des poiriers tout noirs, des poires toutes noires, et ces insectes-là étaient résistants à la plupart des insecticides. Eh bien, dans beaucoup de régions, notamment dans la vallée du Rhône, dans le Vaucluse,
On est arrivé à réduire la pression du psylle à presque rien, simplement en s'intéressant aux haies qu'on avait au bord des champs de poiriers. Lorsqu'on plantait des espèces dans ces haies qui étaient capables d'héberger des punaises qu'on appelle les anthocorides, je suis désolé, c'est un nom un petit peu compliqué, mais ces anthocorides, si elles sont hébergées dans les haies, elles viennent, ces petites punaises, et elles attaquent le psylle au début de son développement. Donc vous avez une symbiose en quelque sorte utile à l'agriculteur, compréhensible par lui, lorsqu'il a vu comment ça marche. Et ce genre d'exemple, c'est ce qu'on doit arriver à multiplier dans l'espace agricole pour faire en sorte que les gens ne prennent plus la biodiversité comme un diktat des Parisiens, parce qu'ils ne savent pas par quel bout prendre le problème, mais que ce soit quelque chose pour eux qui soit utile à leur métier, qui leur serve dans leur revenu, et qui soit gérable à leur échelle. Vous êtes aussi, vous, Jean-Louis Bernard, pour, un espèce de mix, c'est ça, vous êtes pour un espèce de mix, vous n'êtes pas absolument contre eux, on a parlé évidemment beaucoup du glyphosate, mais des pesticides, vous dites peut-être qu'il faut utiliser tous les alliés, c'est votre position. Écoutez, en matière de protection des plantes, je me réfugierais volontiers derrière ce que disait le professeur Paul Marshall. C'est un grand bonhomme qu'on a beaucoup publié en France. Il était enseignant à l'agro. Il a fait des choses extraordinaires. Il a introduit les premiers auxiliaires en France avec des expériences qui réussissaient. 1910 quand même, hein, c'est pas récent. Et lorsqu'il était sur ses derniers jours, il a fait un texte assez extraordinaire dans lequel il dit une phrase qui est un peu alambiquée, mais qui dit à peu près ceci, c'est que pour protéger les cultures, il n'y a pas un seul moyen qui puisse convenir. Aucun moyen considéré individuellement n'est satisfaisant. Par contre, si on a une boîte à outils et qu'on est capable d'utiliser alternativement l'un ou l'autre des moyens, la génétique, les moyens biologiques, les moyens chimiques, tout ça permet de gérer le système et de le faire avancer avec le moins de dégâts possible pour le milieu naturel. Mais il faut avoir cette boîte à outils, il faut qu'elle soit ouverte, que les gens comprennent ce qu'ils peuvent y trouver et qu'ils l'utilisent à bon escient. Et qui puisse l'utiliser aussi, David Kella. J'imagine que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Mais c'est-à-dire que, alors je ne suis pas à Grenoble comme mes camarades. Vous êtes économiste. Ici, mais, et je ne pourrais pas du tout répondre sur les questions techniques, mais ce que je veux souligner, et puis je pense que c'est un peu mon rôle ici, c'est que la technique malheureusement ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des techniques, d'ailleurs l'agriculture, ça fait quand même 6000 ans qu'on en fait, donc on a pu améliorer, et on a vu d'ailleurs des périodes d'amélioration considérables de l'agriculture, mais elles sont toujours quand même dictées par le problème finalement de comment on en vit, et c'est-à-dire est-ce que le métier nous rapporte une satisfaction autre que technique, c'est-à-dire nous permet de gagner de l'argent pour avoir une place dans la société. Et aujourd'hui, pour moi, le vrai problème, c'est que les revenus des agriculteurs sont extrêmement faibles. C'est un métier qui est très dévalorisé. C'est un métier dans lequel il est très difficile de trouver un repreneur. Et ça, c'est important parce que les agriculteurs sont des indépendants. Donc, ils ont une ferme, une exploitation. Et leur retraite, c'est aussi quand ils vendent leur exploitation. S'ils doivent la brader parce que, concrètement, les revenus tirés de cette exploitation sont trop faibles, même si on a une solution technique pour produire mieux, c'est pas forcément une solution qui est économique. Et même si, parce que le problème dans l'agriculture, vous voyez bien, c'est que il y a deux facteurs de production, enfin 3 facteurs de production. Normalement, en économie, on dit qu'il y a le capital et le travail, c'est-à-dire les machines, le capital, qui sont achetés avec de l'argent, et le travail, la main-d'œuvre qui est mise en route. Et d'ailleurs, la répartition se fait entre ces 2 facteurs de production, d'où d'ailleurs la vision un peu, où on a d'une part la rémunération du travail, d'autre part la rémunération du capital. Mais dans l'agriculture, c'est une des rares activités importantes humaines où il y a 3 facteurs de production. Il y a aussi la terre. Et très souvent, les économistes ils ont tendance à considérer que la terre, c'est un capital, parce que finalement, on l'achète, on la vend comme du capital. Mais avec une particularité, c'est que la terre n'est pas extensible. C'est-à-dire que c'est un capital qu'on ne peut pas reproduire. On peut rajouter toujours des machines, mais on ne peut pas rajouter de la terre. La surface, vous avez commencé par ça, d'ailleurs, la surface arable cultivable de la planète, elle est limitée. Alors bien sûr, parfois, là aussi, avec la technique, on peut faire fleurir le désert, on peut amener de l'eau à des endroits, on peut mieux organiser la terre.
mais on ne pourra pas l'étendre indéfiniment. Et là, je pense qu'il y a un problème aussi dans notre manière de concevoir l'économie, c'est-à-dire, si on veut exploiter correctement une terre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire maximiser le rendement de la terre, c'est-à-dire de ce capital qui n'est pas reproductible? Et dans ce cas-là, ça va demander plus de travail et ça va coûter plus cher. Ou est-ce qu'on veut minimiser le coût et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir moins bien exploiter la terre et avoir moins de travail. Et le problème, c'est que le système économique tel qu'il est conçu aujourd'hui, on a une seule règle, la règle qui vaut pour l'industrie, qui vaut pour toutes les activités humaines, qui est le moindre coût. Et le moindre coût nous conduit spontanément en agriculture à moins bien exploiter les terres, en tout cas moins que ce qu'on pourrait faire. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que on organise une forme de concurrence globale, puisque les marchés aujourd'hui du blé sont décidés à Chicago, puisque la marché de la poudre de lait écrémé, c'est un marché mondial, puisqu'on a tout un ensemble de marchés agricoles qui sont décidés à l'échelle mondiale, dans lesquels les types d'agriculture sont très différentes, dans lesquels les besoins des sociétés sont très différents, selon qu'on a une société qui est nombreuse, dense. Comme je disais tout à l'heure, en Europe, on est plus dense, et donc du coup, on a besoin de mieux exploiter les terres. Ou si au contraire, on a beaucoup de place, comme en Nouvelle-Zélande, par exemple, on peut faire du mouton en Nouvelle-Zélande très extensif, ou en Argentine, les bovins, c'est pareil. Et dans ce cas-là, on a trop de terre, en quelque sorte, donc on va pouvoir se permettre de la gaspiller, et donc on va avoir des coûts plus faibles. Et on va mettre en concurrence nos agriculteurs qui, eux, vont chercher à faire tout ce qui a été dit, c'est-à-dire mieux exploiter la terre, avoir des meilleurs rendements, parce que c'est ce dont on a besoin en Europe, parce que la terre est rare, mais dans d'autres régions du monde, ça n'a pas eu du tout de ça. Et cette mise en concurrence, en fait, elle est complètement faussée. Et pour moi, si on veut mettre en œuvre, appliquer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des solutions intelligentes pour que les terres soient mieux exploitées, que la biodiversité soit mieux préservée, on ne peut pas le faire uniquement avec la logique du moindre coût. Il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres critères, donc des critères pas forcément économiques, mais techniques, mais politiques. Comment on rémunère nos agriculteurs pour qu'ils exploitent correctement une terre en ayant l'impression à la fois de produire... les agriculteurs, c'est des hommes comme les nôtres, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire un travail bien fait, ils ont envie que leurs produits soient beaux, ils n'ont pas envie de détruire l'environnement. Ni de se détruire eux-mêmes. Ni de se détruire eux-mêmes avec des pesticides, etc. Mais seulement, aujourd'hui, on leur dit, mais de toute façon, vous avez un prix mondial, vous devez vendre à ce prix, on va vous subventionner par ailleurs, et ils ont des revenus extrêmement faibles, et ils ont en plus le sentiment d'être accusés d'être des pollueurs. Et ça, ce système-là, il faut absolument en sortir. Et on ne pourra pas en sortir sans changer le modèle économique, sans en tout cas préserver l'agriculture d'un certain nombre de considérations qui ne sont pas des considérations qui sont logiques d'un point de vue technique ou d'un point de vue politique. J'ai vu Vincent Bretagnol hocher la tête, mais Jean-Louis Bernard, vous avez été le premier à dégainer, donc voilà, je sais que vous voulez réagir. Juste dire quelque chose. Bon, je pense que l'agriculture, vous le dites fort bien, n'est pas une activité comme les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas gérer l'activité agricole comme on gère une usine d'écran plat ou une fabrique de bagnoles en Allemagne. Je veux dire, autant il y a peu de différence entre la fabrication des écrans plats en Corée du Sud et des Volkswagen en Allemagne, ce sont les mêmes réflexes de l'industriel qui fonctionnent, qui agissent. Il y a un marché, on s'adapte, etc., etc. En agriculture, je veux dire, il me paraît urgent, et je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai pas de solution, mais il faut absolument qu'on arrive à déconnecter la production agricole des réflexes de base de l'industrie. Si on n'y arrive pas, on court un gros risque et il y a des effets de ciseaux qui sont excessivement puissants. J'habite Paris, je me heurte souvent à la mauvaise compréhension des gens quant aux grandes bases de ce qui fait l'activité agricole. L'activité agricole occupe la moitié de la surface de la France, grosso modo. Pratiquement 50%, c'est la surface agricole utile. Cela dit, la surface agricole utile diminue chaque année. Elle diminue chaque année principalement au bénéfice des forêts qui s'étendent. Il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il n'y en avait sous Louis-Philippe, il y en a pratiquement 2 fois plus. Et ça, c'est l'effet de la déprise agricole, c'est-à-dire ces agriculteurs qui vivaient mal,
il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans, ils ont largué leur activité agricole et souvent les terres étaient des terres tellement difficiles à cultiver et rapportant peu. Cette activité s'est transformée en forêt. Il n'y a plus de vignes dans le Midi au sein des massifs montagneux. On a abandonné toutes ces vignes-là, on les a laissées sur les coteaux les plus sympathiques. Par contre, la forêt a gagné tout l'espace. Donc aujourd'hui, on a une forêt qui gagne. On a surtout une emprise de l'homme, une emprise très dure. L'artificialisation des sols, c'est pas seulement les cités qu'on a bâties autour de Paris, c'est les autoroutes que l'on construit, ce sont les voies ferrées que l'on implante. Tout cela a des avantages. Certes, mais globalement, chaque année, on a environ 65 000 hectares qui disparaissent. C'est-à-dire, en 2 ans, c'est la superficie agricole utile d'un département comme le Haut-Rhin qui s'évanouit. Et cet effet de ciseau est excessivement puissant, parce que nous avons une population qui augmente et des terres fertiles que l'on peut faire produire à différents niveaux, mais qui diminuent comme une peau de chagrin. Et ça, c'est des choses dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Il faut en tenir compte, d'autant plus que c'est le cas sur toute la planète. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux sur toute la planète. Il y a de moins en moins... Enfin, il n'y a pas des terres arables. La terre est finie et elle ne va pas augmenter. J'imagine que vous voulez réagir, Vincent Bretagnol. Oui, sur ce dernier point, très rapidement, effectivement, on perd des terres arables en France pour des raisons d'urbanisme. Et ainsi de suite. On a aussi perdu sur la surface planétaire à peu près 10 à 15% des écosystèmes terrestres productifs par surexploitation. Donc là, c'est pas l'urbanisation, c'est simplement qu'on a épuisé la surexploitation, le sol. On a épuisé le sol. On a épuisé le sol, notamment dans les zones les plus arides ou les plus pauvres. Mais je voulais revenir sur l'histoire de la mondialisation et reprendre un petit peu... la solution qu'on essaye de tester, en fait, qui est de remettre en place des circuits courts, de la vente directe à l'échelle des campagnes, mais qu'on peut aussi imaginer déployer dans des villes sous des formats un petit peu différents, bien sûr. Circuit court directement du producteur, de l'agriculteur au consommateur. Parce que justement, ça extrait l'agriculteur, en quelque sorte, des cours mondialisés. Évidemment, un grand céréalier qui a 200 hectares ne va pas faire 200 hectares de vente directe, mais on travaille sur justement une évaluation de la proportion qu'il pourrait mettre en filière courte sur un certain type de production, y compris le blé pour la farine, mais pas que le blé, beaucoup d'autres types de production. Ça veut dire aussi réfléchir les assolements un peu différemment, mais pour que ces agriculteurs aient une part non négligeable de leur production qui part en circuit court et qui leur assure un véritable revenu. C'est une vraie piste, ça, qui se développe. Absolument, ça se développe tout seul, en fait. Mais nous, on essaye de le favoriser, de l'accélérer et de le documenter pour comprendre quels sont les mécanismes et les leviers. Et j'en viens donc, du coup, c'est là encore réassocier les agriculteurs producteurs et les citoyens consommateurs. Et je pense, c'est exactement ce qu'on était en train de tester, que contrairement à une idée reçue, ça ne signifie pas une alimentation plus chère. Pourquoi ? Parce qu'en diminuant les intermédiaires, en allant vers des circuits courts, en réduisant le nombre d'intermédiaires, on rémunère mieux l'agriculteur à un prix égal. Et c'est exactement ce qu'on observe, nous, sur notre zone. Les agriculteurs qui sont en vente directe ou en bio, que ce soit en laitage, en élevage ou en légumes, vendent à peu près au même prix, voire plutôt moins cher que dans la grande distribution, et sont payés 3 ou 4 fois plus. C'est une question, là, pour le coup, de responsabilisation collective et d'exigence collective. En fait. Oui, autant du côté des agriculteurs qui se mettent à faire autre chose que du côté de nous, des consommateurs. Oui, surtout du consommateur. Moi, comment est-ce qu'on en est venu à ces idées ? En fait, en 2018, on a fait une communication grand public avec nos collègues du Muséum sur le déclin des oiseaux. Et donc, j'ai eu beaucoup d'interviews, vraiment beaucoup. Vous êtes spécialiste des oiseaux et du déclin des oiseaux. On a documenté ce déclin absolument fantastique et catastrophique des oiseaux dans les milieux agricoles. De centaines de millions d'oiseaux qui ont disparu d'Europe. Ah oui, 450 c'est 500 millions d'oiseaux en Europe au cours des 30 dernières années et 3 milliards d'oiseaux en Amérique du Nord au cours des 50 dernières années. Donc on est dans des déclins, c'est pour ça que je vous dis qu'il est urgent d'agir. On ne peut pas attendre, en fait. Et à chaque fois, on me posait la question, mais qui est le coupable ? On cherchait le coupable.
Et au début, on me disait, c'est les agriculteurs. Je dis non, parce que le problème, c'est le modèle agricole, c'est pas les agriculteurs. Puis j'ai petit à petit changé mon fusil d'épaule et je me suis enhardi en expliquant qu'en fait, le vrai coupable, c'est le consommateur. C'est lui qui a instauré un modèle agro-industriel de l'alimentation pour des raisons qu'on comprend très aisément. Mais donc, ça veut dire que, et je ne critique pas. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'en fait, le consommateur a entre les mains la possibilité de changer très vite avec les agriculteurs le modèle agricole. Il faut vraiment travailler sur ces questions. Et je pense que le développement de l'agroécologie associé au développement des circuits courts est une voie de solution, une piste, à mon avis, tout à fait majeure et qui peut aller très vite. David Kella. Moi, je suis un peu gêné par l'idée du consomme-acteur, c'est-à-dire l'idée que le consommateur est au cœur de l'agriculture. Et je vais vous dire pourquoi. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'aliments qu'on consomme qui sont des aliments qui viennent de nos agriculteurs directement. Quasiment tout ce qu'on consomme est passé par un transformateur, par un distributeur. Et il y a une raison aussi simple. Alors on pourrait dire oui, parce que les gens font plus assez la cuisine, ils achètent des produits transformés. Mais là aussi, c'est assez. Je pense que c'est un peu simpliste d'accuser les individus comme ça, parce qu'en réalité, quand on regarde la manière dont on vit en société aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. La pression du travail et même la précarisation globale de la société, je ne parle même pas des charges de famille, etc., fait que vous ne pouvez pas demander aux gens ou alors il faudrait vivre totalement différemment, c'est-à-dire il faudrait vivre comme on vivait dans les années 50 ou avec la mère qui s'occupe des repas des enfants et qui cuisine. Ou le père. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ce qui se passait avant, c'était que les familles cuisinaient, parce que déjà les produits alimentaires étaient beaucoup plus chers, ça représentait une part du panier de consommation d'un ménage beaucoup plus élevé. Donc, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'agriculture a perdu en emploi, elle a aussi perdu en revenus par rapport au revenu national. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins d'agriculteurs, c'est que, globalement, on consacre une part de plus en plus faible de notre consommation à nous nourrir, nous, en Europe, dans les pays occidentaux. On l'a dit, on ne veut pas revenir dessus, on ne va pas vouloir, les gens n'accepteraient pas de dépenser 25% de leurs revenus à leur alimentation. Mais de partager, peut-être, comme le disait Vincent Bretagnol, de se partager entre ce qu'il est possible d'avoir en circuit court. Je reviens, parce que je suis d'accord avec la solution, je ne suis juste pas d'accord avec les méthodes. C'est-à-dire que la solution est effectivement de réorganiser des circuits courts, pour plein de raisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va consommer que ce qu'il y a autour de chez soi. Bien sûr que, on pourra toujours consommer des bananes, sans doute, ou des ananas, des choses qui ne sont pas cultivables en France. Mais tant que c'est possible, eh bien, il faut essayer de consommer localement, parce que les intrants qu'il y a derrière, c'est-à-dire le CO2 qui est dégagé par les transports, et même le fait qu'on soit plus directement connecté avec l'agriculteur fait qu'on prend plus conscience aussi de ce qu'il y a derrière et de comment il est produit, etc. Mais de mon point de vue, c'est pas au consommateur de faire ses choix. Parce que moi, je crois que la société doit être organisée de manière collective et pas de manière individuelle. C'est là aussi où mon côté économiste atterré reprend le dessus. C'est-à-dire que les économistes atterrés ne croient pas que l'économie soit juste un système naturel avec des consommateurs et des producteurs, et puis tout ça se coordonne par le marché. Nous, aux économistes atterrés, ce qu'on pense, c'est que l'économie fait partie du champ social et du champ politique. Et que si on veut transformer l'agriculture, eh bien, il faut faire des lois. Il faut réorganiser les systèmes productifs, mais de manière consciente, et pas demander à chaque individu de faire des choix responsables. C'est par le bulletin de vote et par l'organisation politique qu'on peut réinstaurer des circuits courts. Et ça veut dire, du coup, ça implique quand même des obligations, c'est-à-dire faire en sorte que pour les transformateurs, eh bien, ne soit pas rentable d'acheter des fraises en Espagne pour nourrir, c'est à la saison, ou des cerises, je ne sais pas où, pour nourrir les consommateurs français, mais qu'au contraire, ils n'aient pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver des agriculteurs dans la zone de chalandise, de là où ils vont vendre. Et donc, si on veut faire du local, on ne peut pas se contenter de demander aux consommateurs de faire tout le travail. Il faut repenser, il faut en fait une politique industrielle pour l'agriculture, c'est-à-dire repenser les schémas entre le producteur agricole, le transformateur, le distributeur,
Il y a tous ces échelons-là et le consommateur. Il ne faut pas demander à tous les ménages d'aller à Xamap et de recueillir toutes les semaines leur panier de l'agriculture. C'est très bien et je suis très content que ça existe. Mais ça ne changera pas l'agriculture. Donc il faut recréer des filières locales pour produire et consommer local. Et les ménages continueront d'acheter leurs plats tout faits au traiteur ou des plats transformés parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais ça sera transformé avec des produits locaux. Mais pour ça, on ne peut pas. Parce que vous voyez, quand on achète un produit, je ne sais pas, un parmentier au supermarché, on ne sait pas les ingrédients, on ne sait pas l'origine des produits, on n'a pas d'informations là-dessus et par ailleurs, on n'a pas vraiment de choix. Donc là, c'est là que la politique doit organiser et par des systèmes soit des systèmes de taxes ou des contraintes légales simplement, obliger quelque part ou faire en sorte que les distributeurs distribuent des produits locaux. Vincent Bretagnol, et puis on va peut-être voir s'il n'y a pas des questions sur le chat. Non, je pense qu'on dit en fait à peu près la même chose. Après, effectivement, c'est les moyens et les leviers. Donc, moi, je suis un chercheur qui est un chercheur dans l'action. On teste quelque chose. J'attends qu'on teste vos solutions quelque part dans votre territoire. Moi, au moins, je fais quelque chose. S'il y a des politiques qui se sentent à l'échelle d'un territoire, d'une région, d'un département, de taxer, de voir comment ça marche, et qu'il y a des chercheurs qui étudie tout ça, mais très bien. Voilà, mais au moins faisons quelque chose. C'est ça, faisons quelque chose. On est vraiment obligé parce que je vais vous donner des chiffres qui sont quand même tout à fait sidérants. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées récemment, dans les 10-20 dernières années. Actuellement, dans le modèle justement qui consiste à acheter des plats cuisinés, ainsi de suite, enfin le modèle classique, pas forcément des plats, pas forcément des plats sophistiqués, mais ce modèle-là. On a besoin, ce modèle-là consomme 7 calories pour en produire une. C'est prodigieux. Alors que l'agriculture devrait, un modèle agricole normal, en agriculture de subsistance, même sans aucun intrant, produit à peu près 2 calories pour une consommée. Voilà. Là, on consomme 7 calories pour en produire une. Comment est-ce qu'on fait ? C'est parce qu'on a du pétrole. L'essentiel, la moitié de ces calories est consommée dans la transformation, dans la réfrigération et la congélation des produits. Une bonne partie est également consommée dans les transports. Donc voilà, ce modèle-là, vous imaginez bien que quand on va commencer à être un petit peu court en pétrole, il va de toute manière s'effondrer. Non, il ne tient pas, et puis on ne peut pas le faire. Il n'est juste pas tenable. Donc c'est pour ça que quand on nous dit effectivement les modèles économiques qui sont basés sur le capital humain et le capital financier, ils ont juste oublié que il y a des calories qui proviennent du pétrole aujourd'hui qui ont été considérées comme gratuites. Ce n'est pas seulement une question de terre, c'est aussi le pétrole et l'énergie. Quand on les met dans le calcul, ça ne tient plus. Donc de toute manière, ça va bouger. L'idée, c'est que ça bouge rapidement et que ça bouge avec la volonté des citoyens et des collectifs. Pourquoi pas des politiques s'ils suivent. Mais en tout cas, on ne peut pas rester à attendre que le système nous impose ces lois qui seront, à mon avis, inéluctables et rapidement. Jean-Louis Bernard, peut-être avant qu'on voit s'il y a des questions d'internautes. Disons que je me suis posé pas mal de questions dans le passé sur l'évolution de certaines productions. C'est-à-dire, c'est vrai que le consommateur a des réflexes naturels, humains, ordinaires, qui ont des retombées économiques excessivement puissantes. Lorsqu'on regarde les images, 1943, mettez 10 ans plus tard, 1953, les années 50. À cette époque-là, la production de pêche en France était centrée sur la vallée du Rhône et en particulier sur les vallées de l'Ardèche, qui étaient de grandes zones de production de pêche. Et ce qui a toujours caractérisé ce marché-là, c'est l'évolution des prix en saison. On a une période très courte où les prix sont très élevés. Et ensuite, ça dégringole. Et cela se produit pratiquement pour toutes les variétés de début de saison. Elles ont une période d'une semaine où les cours sont très élevés, et puis ensuite les cours s'effondrent. Puis d'autres variétés arrivent, il y a un nouveau pic pour la variété en question, puis ça s'effondre. Puis ensuite il y a les variétés de saison où là ça devient tout plat. Cette particularité économique qui est liée à la demande de fruits en sortie d'hiver, les gens se précipitent sur les premières pêches, a été bien comprise par les producteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans les années 60, on a descendu les vergers qui étaient en Ardèche, et on les a mis dans la vallée du Rhône. Tout simplement parce qu'il y avait une semaine de précocité en mieux.
en plus. Donc la même variété arrivait une semaine avant. Celui qui avait ses pêchés à Valence gagnait beaucoup d'argent par rapport à celui qui était en Ardèche et qui arrivait après la bataille. Et puis ceux qui étaient dans la vallée du Rhône ont compris. Ils sont allés s'installer dans l'Accro, ils sont allés s'installer dans les PO. Et là, ils gagnaient encore une semaine de précocité. Les vergers sont partis en Espagne. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché français, et ce réflexe du consommateur, je me jette sur les premiers fruits pratiquement quel que soit le prix, 7 € le kilo, 8 € le kilo, et ça fonctionne au profit des Marocains aujourd'hui et des grandes surfaces. Et la pêche en France est en train de disparaître. Vous avez des endroits où il y avait des centaines d'hectares de pêchés, il n'y en a plus, parce qu'elles sont parties plus au sud. Alors, la volonté du consommateur, ou le choix que peut faire le consommateur, c'est quelque chose d'excessivement puissant. Je pense qu'il faut jouer dessus. Cela dit, il faut savoir aussi que parfois, les choix du consommateur vont un petit peu à rebrousse-poil de ce qu'on espérerait. Et cette habitude que nous avons tous pris de manger de plus en plus de plats préparés et de faire de moins en moins de cuisine à domicile, c'est quelque chose qui est excessivement pénalisant pour notre agriculture. Parce que les plats préparés, demain, pour avoir le meilleur prix, on ira acheter un ingrédient en Ukraine, un autre en Pologne, un troisième en Égypte ou ailleurs, et l'assemblage fera que l'industriel fera une marge, la grande surface fera une marge, et on mangera quelque chose dont on ne connaît plus l'origine, et parfois même pas la composition. Attention, pour qu'on n'en arrive pas là, peut-être qu'on a des questions ou des réflexions, Yveline, des internautes sur le chat. Tout à fait. Alors, nous avons des remarques. L'une portant sur l'impossibilité de changer de système de production sans faire de nouveaux investissements, et l'autre insistant sur l'importance des bocages, sources de vie et services écologiques absolument essentiels, et sur l'importance du reboisement avec des espèces locales et diversifiées. Mais nous avons également des questions. Ce sont les suivantes. Pour une alimentation plus responsable et mieux partagée, ne pourrait-on pas redonner du pouvoir d'achat aux citoyens ? Ne faudrait-il pas impacter les coûts de dépollution des productions au prix global des produits agricoles ? Et enfin, avec une législation adaptée, les produits bons pour l'environnement pourraient ainsi être plus compétitifs. Et je voudrais peut-être rajouter une question. L'agriculture urbaine va réapparaître, c'est ce que vous disiez, monsieur Bretagnol. Et on parle de relocalisation de l'agriculture de circuits courts. Et donc, comment comprendre le refus de garder les terres du triangle de Gonesse pour une agriculture de proximité, et comment comprendre aussi le projet d'artificialisation des terres de Saclay, ou encore la destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Peut-être qu'on va commencer par Vincent Bretagnol. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi, mais ce sont effectivement, que ça soit à Gonesse, que ça soit à Aubervilliers, que ça soit à Saclay, ou peut-être Jean-Louis Bernard, je ne sais pas qui veut répondre. Non, je ne veux pas répondre. Je dirais que c'est le monde d'avant avec ses forces et ses tropismes et ses processus. Voilà. Et c'est un monde qui ne va pas perdurer. C'est un monde qui repose sur une énergie quasi gratuite. Le pétrole coûte pas cher, même si on trouve que c'est trop cher à la pompe. Par rapport à l'énergie que déploie le litre de pétrole, c'est vraiment une énergie gratuite. Et cette énergie gratuite ne va pas rester gratuite très longtemps. On a passé, semble-t-il, depuis au moins 10 ans maintenant, le premier pic pétrolier. On s'apprête à passer le deuxième avec les gaz de schiste. Donc voilà, on va rentrer dans une époque où l'énergie ne sera plus gratuite. Et ça va. Alors, on peut imaginer des énergies alternatives pour les transports, certaines choses. Pour l'agriculture, on en est à des années-lumière, parce que l'agriculture repose sur le pétrole, que ce soit les tracteurs. Bon, là, on pourrait imaginer qu'il y a des choses électriques, bien qu'on n'en prenne pas le chemin. Mais toute la fertilisation, l'azote de synthèse est produit à partir de pétrole, en fait, de gaz naturel, pour être précis. 1 kilo d'azote, c'est l'équivalent de 3 litres de pétrole. Un agriculteur céréalier met en moyenne dans ma région, mais en Beauce c'est pareil, voire un peu plus encore, 160 à 180 kg d'azote par hectare. Vous vous rendez compte que la consommation de pétrole pour produire le blé, rien qu'à partir de l'azote. Oui, ça ne peut pas tenir, ça va pas tenir. Tous les herbicides, enfin tous les pesticides sont produits également à partir du pétrole. Voilà, et on peut... Voilà, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc ce modèle-là,
va changer, à mon sens, inéluctablement. Donc l'idée, c'est d'accompagner ce changement, de le précéder, de s'adapter, d'être résilient, en quelques mots, au vrai sens du terme, parce que si on ne le fait pas, ça se fera quand même, mais ça va être beaucoup plus coûteux. Jean-Loup Bernard, je vais vous faire réagir là-dessus, parce que vous êtes à la fois d'accord avec Vincent Bretagnol, et en même temps, vous vous dites qu'il faut faire dans le mix, il faut aller plus lentement. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait par rapport à toutes ces questions-là, aussi de responsabilisation, mais de législation? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce modèle-là qui ne fonctionne pas et qui ne va pas fonctionner, pour produire autrement et pour nous nourrir autrement? Je pense qu'on a fait beaucoup de choses à rebrousse-poil, mais pour poursuivre l'exemple de l'azote, Vincent a raison. Bon, l'azote, on a besoin du pétrole, on a besoin du méthane pour produire des engrais azotés de synthèse. Cela dit, l'alternative première, classique, c'est les déjections animales, le fumier. Et regardez tout ce qui s'est passé depuis pratiquement un siècle et demi. C'est-à-dire on a assisté à un découplage progressif et massif des productions végétales par rapport aux productions animales. Les productions animales se sont réfugiées dans les régions où elles étaient les plus efficientes, avec les critères de jugement qu'on pouvait avoir à l'époque, et les productions végétales ont fait de même. Donc vous avez des zones, regardez la Beauce, vous avez beaucoup de blé, enfin de l'orge, du maïs, du colza, de la betterave, production végétale. Cherchez les vaches, mais il n'y en a plus. Et le problème n'est pas simple, parce que si vous regardez les orientations que nous avons prises et qui me paraissent sensées, c'est de pousser les éleveurs à faire de plus en plus d'élevage sur prairie. On aboutit à un problème qui est difficile à gérer. C'est-à-dire, faire plus d'élevage sur prairie, c'est très bien, sauf que les déjections sont pratiquement perdues. C'est-à-dire les élevages industriels où les animaux sont nourris dans de grandes étables, parfois sympathiques, elles ont un avantage à ce point de vue-là, c'est que ça permet de recueillir les effluents et de pouvoir les utiliser pour fertiliser les terres en utilisant moins d'engrais de synthèse. Alors, vous voyez, les choses ne sont pas simples. Il y a des lourdeurs qui se sont constituées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des caps qu'il faut changer. Ben, changeons-les. Mais je veux dire, les choses ne se feront jamais instantanément, surtout lorsqu'on a affaire à des évolutions comme celle-là. Très très complexe, oui, David Kehler. On se rend bien compte qu'il faut, au fond, en parler aussi ensemble pour se rendre compte de la complexité. Puis il n'y a pas les bons et les méchants, enfin ça c'est clair. Et c'est pas ça la question de toute façon. Non mais, pour revenir sur la question du pétrole, beaucoup d'économistes ont parfois l'impression que quand les choses deviennent rares, elles deviennent chères. Vous voyez, c'est le principe de la raréfication, d'une ressource qui forcément, avec une demande constante, va devenir de plus en plus chère parce que l'offre va du coup diminuer. Mais comme l'a dit Vincent tout à l'heure, ça ne marche pas toujours. Enfin, il n'a pas dit ça, mais il a dit le pétrole n'est pas cher. Et c'est vrai que le pétrole n'est pas cher. Or, il est moins cher aujourd'hui par rapport au PIB, par rapport à la valeur globale d'une économie qu'il était dans les années 50 et 60. Avant même le choc pétrolier. Il était en fait plus cher qu'il ne l'est maintenant. Et les ménages payaient moins leur essence avant le choc pétrolier. Alors, ils payent plus parce qu'ils se sont déplacés, c'est-à-dire qu'ils sont habités beaucoup plus loin. Mais le litre d'essence par rapport au revenu, au salaire d'une personne moyenne, était en fait plus cher avant le choc pétrolier qu'il ne l'est maintenant. Et ce qui veut dire quand même une chose, c'est-à-dire que le pétrole, les réserves de pétrole, bien sûr, se sont raréfiées, puisque manifestement il y a de moins en moins de pétrole parce qu'on en puise, puis c'est une ressource non renouvelable, on en puise de plus en plus, et ça veut dire que les lois économiques ne marchent pas comme la théorie le dit. C'est-à-dire que, et c'est là mon inquiétude, c'est-à-dire que je suis d'accord que le modèle est totalement insoutenable, mais si on compte sur les forces du marché pour spontanément organiser un nouveau modèle, on n'y arrivera pas. Parce que les forces du marché ne disent pas les choses. Elles nous disent aujourd'hui que le pétrole est moins rare qu'il y a 50 ans, ce qui est absurde. Il est beaucoup plus rare aujourd'hui. Et on utilise des systèmes d'exploitation qui sont par ailleurs
plus nuisibles pour l'environnement. Qu'on pense aux gaz de schiste qui créent quand même des pollutions extrêmement importantes dans les nappes phréatiques, ou par exemple au sable bitumineux du Canada qui consomme énormément d'énergie et donc beaucoup de pétrole. Donc on a en fait un pétrole qui, d'un point de vue matériel, en fait devient de plus en plus rare, mais d'un point de vue économique n'est pas rare. Et donc ça veut dire que, encore une fois, et je reviens parce que finalement c'est ça le cœur de mon discours, c'est que on ne peut pas laisser le marché décider, c'est ce qu'a dit Jean-Louis Bernard tout à l'heure, c'est le marché qui a décidé de faire du bovin dans certaines régions, de faire des céréales dans la Beauce, de faire des vergers dans la vallée du Rhône. C'est-à-dire qu'on est allé là où c'est le plus rentable. C'est une logique. Mais est-ce que c'est la logique qu'on veut défendre ? Est-ce qu'en spécialisant les régions, on ne va pas multiplier les coûts de transport, on ne va pas finalement pénaliser aussi bien d'ailleurs les agriculteurs qui vont, parce que là aussi, quand on veut vendre loin, on est obligé de passer par un distributeur, par un intermédiaire. C'est-à-dire qu'on multiplie les intermédiaires parce qu'on est de plus en plus isolé dans sa spécialisation agricole et éloigné du consommateur final. Mais il y a aussi une autre chose quand même. Il y a quelques semaines, la Commission européenne a condamné la Bulgarie qui avait instauré un système de préférence de la production locale, agricole locale, dans les supermarchés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi bulgare aujourd'hui qui dit qu'il faut avantager, mettre en avant dans les supermarchés les produits locaux par rapport aux produits étrangers. Et le souci, c'est que c'est contraire aux traités européens. C'est-à-dire que les traités européens, c'est l'unification, l'unité du marché européen. Ça veut dire que non seulement un commerçant n'a pas le droit de faire une différenciation entre les différents, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de privilégier, de discriminer un produit par rapport à un autre, mais les États n'ont pas le droit aussi d'introduire des lois de discrimination. Et on ne peut pas défendre un modèle local, de production locale pour consommation locale, sans d'abord démanteler un système de pensée qui est le système de pensée des économistes, qui est le système de pensée de la manière dont on a construit le marché unique en Europe, qui dit que c'est le prix qui détermine à la fois les revenus des uns, mais aussi qui doit déterminer l'ensemble du système productif. Et moi, je pense qu'il faut, par exemple, vous avez dit, c'était extrêmement intéressant, comment est-ce qu'on est passé de l'Ardèche à l'Espagne avec les pêchers. Et ça veut dire que plus on est allé loin, et plus on a eu des pêches tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'auparavant, les pêches étaient au mois de juillet. De la même façon, les fraises, on en a dès février, alors que moi, quand j'étais petit, on n'avait pas avant le printemps, quoi. Et est-ce que ça change quelque chose du point de vue du consommateur ? Finalement, le consommateur, ce qu'il veut, c'est avoir les premières fraises. Mais que les premières fraises soient en avril ou mai ou en février, ça sera toujours les premières. Et donc, en fait, on est en train de rentrer dans une logique complètement folle, parce que l'attente, on va dire, de la fraise, elle va durer, elle va finalement être comblée à un moment ou à un autre. Les premières fraises continueront d'être bien vendues, parce que ce seront les premières, mais elles peuvent être premières en avril ou elles peuvent être premières en février. On s'en fiche. Est-ce qu'on a gagné quelque chose à avoir des fraises en février ? Est-ce qu'on ne pourrait pas manger des pommes à ce moment-là ? Parce que ça se conserve bien, les pommes, vous savez, donc on peut tout à fait les manger aussi à ce moment-là. Et donc, je trouve, moi, que cette réflexion qu'on a eue, il faut bien penser qu'elle ne pourra pas être mise en œuvre dans le cadre institutionnel d'aujourd'hui. Et donc il faut aussi, c'est pour ça que je renvoie toujours aux politiques, il faut aussi que les politiques arrêtent de penser que l'économie est un ordre spontané et que spontanément tout va se faire au mieux en laissant ses forces sans aucun contrôle politique. Moi je suis pour repolitiser l'économie parce que c'est comme ça qu'on va sauver notre agriculture. Vincent Bretagnol. Oui, mais je rebondis là-dessus parce que je suis dans une région, donc la Nouvelle-Aquitaine, où le politique fait pas mal de choses en fait. C'est assez étonnant. C'est une région dans laquelle la collectivité régionale a beaucoup travaillé avec les scientifiques. D'abord dans le cadre du changement climatique, le président, qui est toujours le président de région aujourd'hui, qui s'appelle Alain Rousset, a lancé une initiative pour décliner les enjeux du changement climatique à l'échelle de la région Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine. Et puis son vice-président environnement biodiversité, Nicolas Thierry, m'a demandé de décliner la même chose au niveau des enjeux de biodiversité.
Donc on a fait une expertise collective scientifique qui a été publiée il y a maintenant un peu plus d'1 an sur le rôle de la écobiose, sur le rôle de la biodiversité dans l'économie et la culture du territoire néo-aquitain. Et vous avez montré que ça... Absolument. Alors, c'est une expertise sur la base d'articles scientifiques. Donc, en fait, la commande du politique était, si je voulais mettre en œuvre une politique publique, quel est le niveau de l'évidence scientifique sur lequel je peux m'appuyer dans tel ou tel domaine. Donc, on a fait ce travail, 110 scientifiques, on a mis 2 ans. Mais le point sur lequel je voulais venir, c'est que, à l'issue de ces 2 travaux, Acclimaterra et écobiose, en 2019, la région Nouvelle-Aquitaine a voté une feuille de route pour les 10 prochaines années, qui s'appelle Neoterra, qui conditionne toutes les politiques publiques de la région à la transition écologique et énergétique. C'est limite décoiffant. Dans Neoterra, il est prévu en 2030 la sortie complète des pesticides à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle qu'au niveau de l'État français, on a actuellement en cours un plan éco-phyto qui a l'objectif depuis 2008 de diminuer par 2 l'usage des pesticides en agriculture et qui a réussi l'exploit de l'augmenter de 25% dans ce pas de temps. À l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, l'objectif est de la sortie complète des pesticides, y compris en viticulture, qui consomme énormément de pesticides. Et je peux vous dire, parce que je le vois d'assez près, que je pense que la région va y arriver. Les viticulteurs dans le Bordelais sont en train massivement de sortir des pesticides pour des raisons de consommation. Le consommateur fait beaucoup plus attention aujourd'hui à la qualité du vin. Il y a une envolée absolument extraordinaire et exceptionnelle du vin en bio dans différents vignobles. C'est pas seulement le Bordelais, mais ça a commencé là-bas. Et donc, les politiques peuvent aussi... alors, les politiques au niveau des collectivités, peut-être plus qu'au niveau des États. Moi, je suis... peut-être plus au niveau local, voilà, finalement. Je suis peut-être paysan, là, du coup. C'est le territoire. Bon, les collectivités départementales et régionales me semblent plus à même de prendre des décisions politiques qui peuvent être très impactantes et très bienvenues. Un exemple qui fonctionne. On arrive bientôt à la fin de ce débat. David Keller ? Oui, je peux réagir parce que oui. Je suis à la fois d'accord sur l'importance de la région en particulier. Bon, il y a des élections locales qui arrivent et je pense que les régions et les départements ont tout à fait, surtout plus les régions, j'ai envie de dire, qui ont le volet économique beaucoup plus. Mais c'est pas tout à fait vrai que tout va se faire à l'échelle locale. Parce que si vous contraignez vos agriculteurs dans une région à ne pas utiliser de pesticides et que les magasins vont pouvoir bénéficier des agriculteurs de la région d'à côté qui, eux, vont faire du pesticide et vont vendre moins cher, alors vous ne gagnez rien. Vous détruisez vos propres agriculteurs en faisant ça. Et c'est la raison pour laquelle je reviens toujours sur l'importance du politique pour... Si la région avait le pouvoir d'empêcher les importations dans sa propre région des agriculteurs qui polluent, alors oui, ça serait possible. Mais elle n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, je veux dire, concevoir un système économiquement et écologiquement soutenable, ça doit passer par les politiques régionales, et les politiques même des mairies et autres. Pensons aux cantines scolaires, par exemple, il y a quand même des choses importantes à faire avec ça. Mais ça ne peut pas s'exonérer d'une réflexion plus large sur, à l'échelle internationale et sur les flux et les mouvements de marchandises interrégions et internationales. Et internationales, voilà. Évidemment, puisque la question de la terre nourricière, c'est la terre dans son ensemble. Et par rapport à cette mondialisation, on arrive bientôt à la fin. Je vais peut-être vous demander à chacun, justement, quel levier on pourrait lever, peut-être le plus rapidement, puisqu'on est tous d'accord là-dessus, pour aller... peut-être en mixant plusieurs éléments, peut-être, voilà, quel levier pourrait-on soulever pour que notre terre soit des plus nourricières, on a bien compris, au niveau local et au niveau national et au niveau international. Qui veut commencer ? Moi, je vais bien dire un mot. Oui. Je pense que l'agriculture est une activité spécifique qui nécessite des règles spécifiques. La Suisse est un des pays les plus libre-échangistes au monde. Il permet de faire circuler toutes les marchandises. C'est un grand exportateur, c'est un pays d'ailleurs très riche. Mais au niveau agricole, c'est un pays extrêmement protectionniste. Et ils ont raison, parce que comme ça, ils ont sauvé leurs agriculteurs qui continuent d'être bien rémunérés au même titre que les Suisses moyens. On ne pourra pas organiser l'agriculture de manière cohérente et efficace et écologique
si on continue de considérer qu'il faut laisser les flux de marchandises circuler n'importe comment. Et donc pour moi, le levier principal, il est à l'échelle européenne. Il faut profondément, on est en train de négocier la PAC, la politique agricole commune, il va falloir la renégocier, mais il va falloir aussi arrêter avec les traités de libre-échange sur les questions agricoles. Moi, je ne suis pas absolument contre tout le libre-échange, mais sur cette question-là, je pense que c'est totalement délétère de vouloir mettre en concurrence des modèles agricoles qui sont totalement différents. Merci David Killa. Ouais, je veux bien Vincent réagir. Bretagnol, et puis ce sera Jean-Louis Bernard qui va conclure. Je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu critique. La Suisse a peut-être réussi quelque chose du point de vue de ses agriculteurs, mais c'est un pays duquel la perdrix grise a disparu, le bleuet aussi, et actuellement des programmes de réintroduction pour ces espèces. Donc c'est pas complètement une réussite. Oui, c'est des espèces d'oiseaux et de plantes. Le bleuet, c'est une plante messicole, donc c'est pas forcément une réussite sur tous les plans. Du point de vue de ce qu'on essaye de faire, en fait, on mêle à la fois je pense qu'il y a 3 leviers qu'il faut actionner simultanément. Il y a le levier individuel, les agriculteurs par exemple, on a parlé de la version risque, ou les choix des consommateurs, ça c'est un peu le levier individuel. Il y a un levier qui est collectif, de coopération. Il faut réinventer une coopération entre les agriculteurs et les consommateurs, entre les humains et les non-humains. On n'a pas beaucoup parlé de biodiversité, mais on l'a fait au cours d'autres débats, bien sûr. Il y a de la biodiversité dans les territoires. Et puis, il y a le 3e levier qui est l'action publique. Les collectivités, pourquoi pas l'État, ou l'international. Mais voilà, l'idée, c'est d'avancer. Parce que si on attend qu'il y ait un consensus international sur la volonté de changer le système, je crains que ça soit long. Et donc, voilà, on essaie une voie alternative qui essaie de faire partir de la base, finalement, ces transformations et ces changements. Avançons ensemble, Jean-Louis Bernard. Écoutez, j'écoute mon voisin de droite, j'écoute celui de gauche, ou qui disent des choses assez sensées. Je pense je crois à la vertu des exemples locaux. Je pense que si on arrive localement à faire un circuit court qui fonctionne, qui nourrit les agriculteurs, qui donne satisfaction aux citoyens, il ne faut pas s'en priver et il faut montrer ce genre d'exemple et essayer de le reproduire ailleurs. Cela dit, comme mon voisin de gauche, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un grand changement politique. L'agriculture n'est pas une production comme les bagnoles ou les écrans plats. Il y a le gel qui arrive, il y a une sécheresse une autre année, et une autre année il y a la surproduction. Donc tous ces aléas-là, l'agriculteur les vit, il essaie de les tamponner de son mieux, il n'y arrive pas toujours. Donc si je dois apporter une petite contribution, moi je pense qu'un des leviers dont nous disposons, et ce n'est pas le plus difficile à activer, ce n'est qu'un des leviers, ça n'exclut pas les exemples qui ont été donnés, c'est la diversification de l'espace. Je pense un des plus grands reproches que l'on peut faire à l'agriculture moderne, c'est pas les engrais de synthèse, c'est pas forcément les pesticides, mais c'est l'uniformisation des milieux. Si la perdrix grise disparaît, elle souffre en particulier de l'uniformisation d'un milieu où les poussins ne trouvent plus leur nourriture. Donc je veux dire, cette reconstitution de l'espace agricole avec un damier de culture et des espaces intercalaires aux cultures qui sont gérés de manière intelligente, c'est quelque chose que certains agriculteurs font déjà, c'est quelque chose que l'on peut booster, que l'on peut insuffler dans le milieu au moyen de mesures politiques, au moyen de mesures économiques, au moyen de convictions individuelles. Et souvent les agriculteurs bougent par conviction individuelle. Et là on peut faire bouger un certain nombre de choses, notamment pour tout ce qui concerne la biodiversité, dont on a bien besoin et qui est indispensable. Merci à tous les trois. Puis terminer sur la diversité, la biodiversité dont on a parlé au cours de nombreux débats, et le prochain débat portera sur l'énergie. Donc, mais merci en tout cas d'ouvrir sur cette diversité, Jean-Louis Bernard. Alors je rappelle, je vais montrer à l'écran ce livre qui n'est plus
qui est épuisé mais qui est magnifique. Donc Protection des cultures et travail des hommes aux éditions Carousel. Qui est épuisé. Merci Vincent Bretagnol. Je renvoie sur votre expérimentation au centre de Chizé et sur le projet Ecobios qui a fonctionné en Aquitaine. Et puis merci David Kella. L'économie du réel face au modèle trompeur chez Deboc Supérieur, dans lequel un chapitre est consacré à la question agricole. Vous avez aussi publié en 2020 Populisme et néolibéralisme. Nous poursuivrons donc ce cycle de débat au cœur de la science le 8 juin prochain. Il sera question d'énergie. On a commencé à aborder la question. Ça risque de fâcher un peu, d'être assez animé. Nous serons en compagnie du professeur Marc Fontcave du Collège de France, du porte-parole de Négawatt et de l'économiste de l'énergie et donc des économies d'énergie, Anna Créti. Rendez-vous ici même sur la chaîne YouTube de la BNF le 8 juin prochain. Et en attendant, eh bien évidemment, n'hésitez pas à réécouter nos débats sur la biodiversité, sur l'anthropocène, en partenariat avec France Média Monde et RFI, et de consulter bien sûr le site Gallica, une vraie mine pour nous nourrir. Alors là, c'est à tous les sens du terme. Merci à l'équipe de la BNF et merci à toute l'équipe des collections et sciences et techniques de la BNF. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.